Je me rappelle de janvier 2020. C'était encore un mois d'insouciance, le mois de janvier. Il se passait quelque chose en Chine, c'était loin. Les nouvelles étaient plutôt rassurantes sur le fait qu'on allait contenir cette maladie. On parlait d'un coronavirus déjà depuis mi-janvier. Et petit à petit, ça s'est rapproché plus proche de chez nous, en Italie. Et je me rappelle du premier patient qu'on a accueilli dans notre département. Donc c'était à l'unité Julliard 41, un patient qui revenait d'Italie. Et tout le monde s'en souviendra, je pense. Et on sait bien que quand on voit un virus qui se transmet si facilement, un virus respiratoire, il n'y a aucune frontière fermée qui peut le retenir. Au début, quand on disait on a confiné 50 millions de personnes en Chine, on se disait mais il n'y a qu'en Chine on peut faire ça. Mais il n'y avait pas qu'en Chine qu'on pouvait faire. On l'a fait. On n'avait pas le choix, toute l'Europe l'a fait, les États-Unis l'ont fait. En tout cas, on a tous les pays ont dû adapter des réponses qui, de près ou de loin, s'apparentaient à une forme de confinement. Alexandra Calmy, Marie-Laure Carballo-Herler, Jérôme Pugin n'avaient jamais imaginé traverser 12 mois aussi intenses et incertains. Aux côtés des 14 000 autres visages des hôpitaux universitaires de Genève, ils ont partagé en première ligne face au Covid-19 les mêmes peurs, les mêmes incertitudes. Très rapidement, début mars, il y a un médecin qui fait le même métier que moi, qui est chef de service dans l'Est de la France et qui meurt. Il meurt du Covid. Mon âge. Bon, voilà, donc la peur commence. La peur commence à ce niveau-là. Et puis la peur d'être submergé. Janvier 2020, nous ne savions pas encore que le monde allait se figer, que ce virus inconnu allait bouleverser nos vies, que notre insouciance allait disparaître aussi vite, que s'approcher, se toucher, s'embrasser serait aussi risqué. À Genève, un premier centre de dépistage est ouvert. Des centaines de personnes avec suspicion de Covid-19 affluent à l'écart des autres malades. Est-ce que cette difficulté à respirer, est-ce qu'elle est pire depuis 2 jours ? À peine le nouveau coronavirus identifié en Chine, les hôpitaux universitaires de Genève valident un test diagnostic et le partagent avec les autres laboratoires en Suisse. Le 27 février, Genève découvre son premier patient positif au Covid-19 et se prépare à s'enfoncer dans la crise. L'arrivée des tout premiers patients donc aux soins intermédiaires, c'était vraiment le tout début. Et il a fallu s'adapter super vite. On ne savait pas encore exactement comment les patients évoluaient. Et on s'est assez vite rendu compte que les patients pouvaient se dégrader très rapidement. Donc c'était ça qui a surtout été très étonnant et assez inquiétant. Et d'apprendre au fur et à mesure à comprendre, à connaître cette maladie. Et voilà, ça c'était beaucoup de questionnements au début. Le 11 mars, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, déclare que la propagation de la maladie peut être qualifiée de pandémie. Le mot est fort. Il est à l'image de la situation du monde. En quelques semaines, toutes les unités de soins des hôpitaux universitaires de Genève se transforment. Chaque journée est rythmée par la tenue de cellules de crise qui coordonnent en temps réel l'ensemble des dispositifs d'urgence et de prise en charge. L'hôpital se mue très vite en hôpital Covid. Ce qui m'a étonné le plus, c'est vraiment la rapidité à laquelle on a ouvert étage après étage. Et puis rapidement, on avait une unité, puis 2, puis 3, plus 4, plus 5. Et puis finalement, tout le bâtiment a été mangé par les patients Covid. Il est à fébrile. Oui. Ouais. Je dois dire que j'ai regardé ce virus comme tout le monde au départ. On a été un peu stupéfait par cette vague qui est montée comme ça en quelques semaines. Donc là, on s'est fait un peu prendre par la vague et puis on avait le nez dans le guidon. C'est-à-dire que dans la première vague, franchement, on était nuit et jour à l'hôpital, beaucoup d'entre nous. Donc on l'a pris un peu en pleine face finalement, ce virus. Nous, comme les autres, je veux dire. Les soignants, comme les patients, comme tout le monde. Je suis venu ici. Le lendemain, je crois qu'on m'a changé d'unité. Et après, je me souviens plus parce que
Ils ont dû m'intuber. Et c'est là que c'était la descente aux enfers. Je faisais des rêves dans les rêves et je sentais que ma capacité de vivre, ça me nuisait. Il ne me restait plus grand-chose. Donc, à mon avis, ils m'ont sorti par les poils. Et je leur en serai toujours très reconnaissant. Vraiment, il se lève facilement, c'est vraiment très. Très bien. À plus tard. Ok, à tout à l'heure. Je fais de la médecine humanitaire depuis plus de 30 ans, dans des pays en guerre ou dans des pays à très faibles ressources où il y a des épidémies. La tuberculose, bien sûr, la typhoïde, le choléra. Donc, moi, j'ai jamais tellement craint pour moi-même. Mais là, je trouve que le Covid, ça a quelque chose de très sournois. C'est un virus qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. La preuve, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il n'y aura pas un rebond dans 2 mois? C'est mieux quand même si c'est un peu très bien fait. Hein. Je peux faire autre chose pour vous? Mais la bonne nouvelle, on m'a dit que je n'étais plus porteur du virus. C'est juste. Ah, ça me fait plaisir. Ouais. Oui. C'est une bonne nouvelle. Donc je suis libre de l'attraper une 2e fois. Pour certains patients frappés par le virus, aucun symptôme. Pour d'autres, à peine plus qu'un rhume. D'autres encore, une fatigue extrême, la perte du goût et de l'odorat. Pour les patients les plus touchés, les plus vulnérables, la détresse respiratoire, les soins intensifs. Le côté peur, il est présent. Il est présent surtout dans ma fonction. Il est présent, pas forcément pour moi-même, mais dans ma fonction de me dire, voilà, j'ai une équipe, comment ça va nous toucher à différents niveaux. Comment ça va toucher, premièrement, est-ce qu'ils vont tomber malades? Est-ce qu'on va avoir 30-40% d'absence ou d'absentéisme, on dit, parmi les soignants? Est-ce qu'il y a des soignants qui vont être malades au point de devenir des patients dans mon service? Voilà, ça c'est venu très vite à mon esprit. Est-ce qu'il y a des soignants de mon service qui vont mourir? Très compliqué là. Il a 70 ans, pourtant il n'est pas Tout très pile. vieux. Ouais. Pas d'antécédents sportifs. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Mais non, pas facile. La famille, ils tiennent le coup là-bas. Ma tante, c'est difficile. Ouais, j'imagine. Ouais, c'est un peu compliqué. On peut faire quelque chose? On croise les doigts. Puis... Quand ça commence, on est en train de monter des Legos comme ça, à faire une sorte de tour en Lego avec, on appelle de l'aide, on double, plus que double le nombre de personnes qui vont travailler aux soins intensifs. Et on n'a aucune idée de quand va s'infléchir cette vague. Alors on espère bien sûr que le confinement qui a eu lieu assez rapidement, je dirais, en Suisse, va permettre d'écrêter cette vague et que finalement on va aller vers une redescente. On attendait des mesures parce qu'on s'est dit s'il n'y a pas de mesures qui vont venir, on ne va pas tenir. On ne peut pas sans cesse travailler dans un hôpital en état de crise. C'est pas possible. Donc il faut que les mesures politiques arrivent suffisamment vite pour que l'hôpital puisse travailler normalement. Bonjour madame, je suis Karima, aide-soignante du service. On va vous installer dans la chambre. Bonjour. Vous êtes resté quelques semaines avec nous. Ouais. Quelques semaines? Oui. Oui, dans notre service. Avant, vous étiez aux soins intensifs. Hein? Vous êtes resté 3 semaines aux soins intensifs. Vous n'avez pas de souvenirs, vous m'avez dit. Après, vous êtes venu chez nous. Et puis hier, on a enlevé la canule. Tout va bien. Vous avez été malade le 23. Vous êtes arrivé à Genève le 28 mars. Par hélicoptère depuis Mulhouse. 28? Oui. Je crois 12 jours je suis dans ça 26. Mais déjà à Mulhouse, vous avez perdu la conscience. D'accord? C'est pour ça que vous ne vous souvenez pas. Ok? Tout bon, comme on dit chez nous. Tout bon, hein, madame? Merci beaucoup, vous êtes gentille. Regardez, vous travaillez bien. C'est gentil. J'ai dormi comme personne, comme elle est morte.
Je ne me souviens rien. Même pas comme je suis réveillée. Je dis, je regarde, je suis où. Madame A, elle revient de très très loin. La ventilation artificielle seule n'a pas suffi. Donc pendant 2 semaines, elle avait une machine qui oxygénait à l'extérieur de son corps son sang, en plus de la ventilation artificielle. Donc heureusement, aujourd'hui, elle va bien. Merci. On va aussi prendre contact avec eux. Et hier, aussi, nous avons marché seulement. Seulement, c'est pas beaucoup. Parce que j'ai pas force. Je sais pas. Vous savez, pendant que vous étiez aux soins intensifs, les infirmiers, médecins, tous les intervenants qui se sont occupés de vous, justement pendant cette période de 3 semaines où vous dormiez, ils ont consigné dans un carnet, enfin c'est sur l'ordinateur, tous les jours, ils ont écrit ce qui vous arrivait, quels soins ils vous donnaient, quel traitement vous receviez. Quand vous êtes prête et que vous avez envie, ça vous appartient. Peut-être aussi, si vous souhaitez partager avec votre famille pour un peu reconstituer, peut-être ça vous aide aussi à faire revenir des souvenirs. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être une aide et tout bon pour vous, vraiment. Regarde ça. La pathologie qu'induit le coronavirus, c'est essentiellement une pneumonie très sévère et qui va se transformer dans un syndrome de détresse respiratoire. Donc, il reste 80 de propofol et puis c'est tout. Bon, c'est bien. Sa fille qui va être contente. On l'a vu hier, Ouais. elle était très très contente. Ouais, parfait. C'est une pathologie qui était quand même relativement rare. Voilà, on en voyait 1, 2, 3 par mois dans mon service. Alors, quand il y en avait un, on allait tous regarder, on allait faire les réglages ventilatoires du respirateur, voilà, me donner les meilleures thérapeutiques. Une maladie compliquée. Et tout d'un coup, au 1er avril, j'avais 67 de ces malades en même temps qui avaient cette pathologie-là. À tout à l'heure, alors. Ouais, contact avec la famille, on a eu chez nous. J'ai eu sa femme hier. Ah oui. Oui. Elle vient aujourd'hui, elle a un rendez-vous dans l'après-midi, ils ont une fille de 3 ans. Alors forcément qu'on apprend beaucoup en plus. On apprend beaucoup plus vite dans la prise en charge de cette pathologie quand on a un tel volume. Parce qu'on voit les modifications qu'on fait, elles sont soit toutes très vite bonnes, soit elles se payent cash. Ça va, c'est des lunes, Echan ? Ça va. En même temps, on a envie d'avancer, on a envie de le réveiller, on a envie qu'il respire tout seul, mais d'un autre côté, souvent c'est un moment, ils tombent de la lune, ces patients, ils ne savent pas où ils sont, ils ne comprennent pas, ils s'agitent et ils se désynchronisent par rapport au ventilateur et des fois ça nous prend une journée pour les restabiliser avec ces asynchronies par rapport au ventilateur. C'est-à-dire, lui, il veut respirer comme ça, nous, on veut qu'il respire comme ça, puis on n'est pas trop d'accord, voilà. Donc il faut y aller gentiment, et c'est pour ça qu'il a aussi des drogues qui le permettent d'atterrir. On dit, dans notre jargon, on va l'aider à atterrir avec certains sédatifs qui permettent justement cet atterrissage un peu en douceur. Dans les unités, je pense qu'il faut renvoyer à notre plateforme et puis avoir un même son de cloche. Plusieurs médecins de spécialités différentes se confrontent à l'incertitude des traitements. Nouvelles thérapeutiques, recommandations, synthèses, des échanges permanents pour mettre à jour au plus vite méthodes et protocoles. Il y a un traitement recommandé, traitement possible et traitement exceptionnel ou traitement compassionnel. Donc là, vous êtes dans le couloir principal du bloc opéra, qui habituellement, il y a des tables d'opération et des équipements pour les opérations. Et il y a pas mal de monde habillé en bleu. Au bloc opératoire, c'est la première fois que j'ai eu peur. On n'est pas forcément au courant de tout, mais quand on nous demande de vider un bloc opératoire, et après par la suite vider un autre bloc opératoire, et après par la suite on nous parle déjà du plan 3, c'est-à-dire vider encore un autre bloc opératoire, on se dit qu'est-ce qui se passe ? C'est un des blocs qu'on a dû vider rapidement pour pouvoir accueillir des patients Covid. Donc quand j'ai dit vider, c'est enlever tous les équipements des salles d'opération
Donc on a fait ça en 3 jours. Moi j'ai le sentiment que, voilà, qu'on est au top niveau de la santé, de la capacité pour faire face à des situations un peu critiques. Et là, cet ennemi invisible nous a mis vraiment, nous a fait vraiment penser, est-ce qu'on va y arriver? Donc juste pour que vous réalisiez la tâche qu'on a dû faire en urgence, donc on a dû mettre un peu les équipements, éparpiller un peu les équipements dans les locaux qu'on avait parce que les équipements qu'on a, ils prennent beaucoup de place. Et l'hôpital a changé. L'hôpital, notre conseiller fédéral parlait d'un salto arrière d'un mammouth. Je suis impressionné, franchement, je suis impressionné par l'hyper-adaptabilité dont on a été capable, notamment lors de la première vague en l'espace de 3 semaines. Ouais, c'est quelque chose d'incroyable. Et partout dans l'hôpital, les soins intermédiaires, les unités de traitement en médecine, en gériatrie, tout ce travail qui a été coordonné, fait, moi je suis vraiment impressionné. Alors, pour je ne sais pas, 7 chambres en particulier, mais c'était des bureaux en fait, qui étaient occupés par des services transversaux de l'hôpital. Il y avait la division des affaires extérieures, il y avait des bureaux un petit peu type open space qui ont été déménagés en fait, de façon très rapide. Alors, de rien, d'avoir des lits prêts dans une semaine, ça évidemment, c'est un challenge majeur. Le challenge était, si vous voulez, principalement au niveau logistique. Par exemple, on a découvert au départ qu'on n'a pas suffisamment d'oxygène dans ces chambres. Donc, la première challenge était comment on arrive à avoir suffisamment d'oxygène dans toutes ces chambres qu'on a besoin. Et une fois qu'on a résolu ce problème, c'était comment on distribue cet oxygène, parce qu'on a découvert qu'on n'a pas eu suffisamment de distributeurs de l'oxygène, comme vous voyez par exemple ici. Donc on était obligé de nous organiser qu'on a suffisamment d'oxygène. Le masque, vous le supportez bien. C'est un peu long. Hein. Voilà. Depuis ces 3 derniers jours, on va dire, comment vous vous sentez au niveau du confort respiratoire? Est-ce que vous avez l'impression que les choses sont stables? Elles s'améliorent un peu ou ça se dégrade un petit peu? Stable. Et le troisième élément qui était très très difficile, c'était, c'est pas uniquement distribuer l'oxygène, il devrait être aussi appliqué aux patients et de manière adéquate. Donc on a eu besoin des machines, en fait des ventilateurs, qui étaient fort heureusement pour nous livrés par l'armée suisse et qui nous a permis d'oxygéner les patients de manière adéquate. Ça va? Mais nous, ça nous fait plaisir de vous voir comme ça. Vous avez des questions pour nous? C'est vrai que pour tout le matériel, on a été à un moment où le monde entier et les pays avoisinants recherchaient les mêmes choses au même moment. Et c'est vrai qu'on a eu de l'attention sur les masques, sur les blouses. Tout arrivait au compte-gouttes, mais finalement, on n'a jamais manqué de ces éléments clés. Alors, il faudrait des blouses vertes, s'il te plaît. Un carton complet, il y en a 100 dedans. Hein. Alors les difficultés d'approvisionnement, elles nous ont vraiment beaucoup occupés durant la première vague, avec des inquiétudes sur plusieurs médicaments. Mais c'est vrai que le propofol, donc, qui sert à endormir les patients qui sont intubés, et qui était donc vital, était disponible en quantité insuffisante. Donc on a vraiment dû travailler un peu sur tous les fronts. Ensuite, on a été plutôt à l'étranger, on a cherché d'autres sources d'approvisionnement, avec vraiment une très grande prudence aussi, puisqu'on sait que certaines sources d'approvisionnement lointaines, et on l'a vu pour les masques, peuvent fournir des produits qui ne sont pas forcément de bonne qualité. Tu peux me prendre juste 2 oxymètres pour capteur d'oreille pour les Massimo? Ouais. C'est quelle unité, s'il te plaît? C'est pour les physios. D'accord. Et puis l'autre aspect important, ça a été la modification au sein de l'hôpital, avec des unités de soins tout à coup qui poussaient dans des endroits peu habituels. Et nous, on a dû assurer l'approvisionnement, assurer la gestion de stock dans ces unités. C'est vrai que quand vous mettez des patients de soins intensifs dans une salle de réveil, les besoins en médicaments sont totalement différents. On peut plus se contenter de passer une fois par semaine pour remplir l'armoire, mais il faut passer tous les jours, il faut gérer des stocks. Et donc ça, c'était aussi une grosse charge de travail de gérer les approvisionnements dans les unités de soins. Bonjour. Comment ça va? Bien. D'accord. Vous avez mal quelque part? Non. Non. Je pense que la limitation était plutôt
comment on peut former rapidement suffisamment de personnel pour qu'ils aient la compétence pour prendre en charge des patients quand même très malades. Et donc ça, c'était, je dirais, le grand challenge. Et grâce à des infirmières Iris qu'on a eues à disposition, cette formation a été vraiment très poussée. Et rapidement, ces gens sont devenus très performants. Non, je suis avec vous dans cette chambre. On est deux par chambre en général. Ouais. Et quand les IAG décident d'un lit pour toi, parce que tu n'es pas toujours au courant quand il y a un lit disponible, elles le marquent ici. Donc, il faut souvent... Les soins apportés aux victimes de la première vague de l'épidémie sont d'abord des soins de premier secours, indispensables et incertains. Pour lutter contre ce virus inconnu sans aucune réponse thérapeutique, le monde s'est peu à peu isolé, refermé. Un monde clos aussi pour les patients hospitalisés, le plus souvent privés des visites de leur famille et de leurs proches. 1, 2 et 3. Attendez, voilà. Changement de main. Vas-y, allez-y. Tu me dis quand tu l'as. C'est sur ma main, parfait. Tu l'as? C'est bon. Moi je te l'ai. C'est bon. Ouais, j'avais cette auscultation-là. À mon tour de lit. Ouais, alors moi ça n'a rien à voir avec ce que j'ai ausculté tout à l'heure, ça va beaucoup mieux. L'hôpital est en première ligne. À Genève, comme ailleurs, les applaudissements comme les merci ont résonné chaque jour au plus fort de la première vague. Des applaudissements spontanés, puis répétés chaque soir à la même heure. Ça fait trop plaisir. On a dit qu'il ne fallait pas crier. Enfin, jusqu'à présent, j'avais jamais eu l'impression de mettre ma vie en danger en soignant d'autres personnes. Et là, pour la première fois, oui, j'ai eu peur, en fait. Et je me dis qu'on fait quand même un métier à risque. Et qu'il n'y a pas de compensation par rapport à ça, parce que ça n'existe pas. En fait, on fait ce métier parce qu'on l'aime. Et sinon, il ne faut pas le faire, quoi. Voilà. Moi, ça m'a donné un peu de courage pendant la première vague, quand j'allais sur le balcon là et qu'il y avait mes voisins qui applaudissaient dans mon sens, parce que je suis la seule de l'immeuble, en l'occurrence. Donc tout était pour moi. Et qu'ils me regardaient et qu'ils nommaient mon prénom, etc. Mais c'est pas facile de se dire on m'applaudit parce que... Mais finalement, j'ai fait quoi vraiment là aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin Bon. Moi, ça m'a beaucoup perturbé le fait de rien pouvoir apporter de très tangible. Bien sûr, on apporte des soins, du réconfort, de l'oxygène, des soins intensifs. C'est pas qu'on n'apporte rien, c'est majeur. Ça a sauvé des vies aussi, hein, il faut pas du tout... Mais enfin, on était dans toute cette interrogation. Mais est-ce que nos traitements marchent? Ou est-ce qu'on fait du mal? Ou est-ce qu'on fait du bien? Donc, c'est pas facile de naviguer, finalement, dans ces interrogations. Peut-être c'est ça qui a rendu ma position par rapport aux applaudissements. En tout cas, au début, quand j'en parlais, je me disais « Oula, je suis un peu mal à l'aise ». Au pic de la première vague, début avril 2020, plus de 550 personnes atteintes du Covid-19 sont hospitalisées au HUG. On entend parfois des personnes dire « mais finalement la vague n'était pas si lourde puisque les hôpitaux n'ont pas été submergés ». Mais je pense qu'ils ne mesurent pas à quel point les hôpitaux auraient été submergés si on n'avait pas eu tout ce processus de préparation. On avait quand même 2 fois plus de personnes aux soins intensifs que ce qu'il y a de place dans l'absolu habituellement. Et on n'était pas submergés parce qu'on avait prévu encore plus de place que ça. Pour le moment, à l'heure où on enregistre là, on a eu une vague, peut-être en aura-t-on d'autres, il faudra espérer qu'elle ne soit pas plus grande. Ok, à tout à l'heure. Les traitements, ça a été une grande déception. On a essayé des choses. C'est vrai que parfois, on a misé sur des molécules. On a essayé de traiter avec des molécules qui, après, se sont avérées non efficaces. Mais je ne regrette pas cette période-là, dans le sens où c'était normal d'essayer tout ce qu'on pouvait pour traiter les gens. Je ne vois pas ça comme une faiblesse, mais plutôt comme une démarche liée à l'incertitude. L'incertitude nous pousse à essayer des choses et puis évidemment à prouver ensuite qu'elles fonctionnent ou qu'elles ne fonctionnent pas. Hop là, oui. Ok. Ok. Patience. Oui, patience. En juin 2020,
le monde compte plus de 500 000 morts du Covid-19. L'été arrive. La première vague est derrière nous. La tension retombe un peu. L'hôpital reprend peu à peu son vrai visage. Mais le retour à la normale est encore une illusion. À l'hôpital, derrière chacune de ces fenêtres, on sait le calme précaire. Le virus est toujours là. Il n'a pas disparu. Et puis là, on se retrouve dans une journée de tous les jours. C'est comme si rien ne s'était passé, puis qu'on se retrouvait de nouveau, comme avant l'épidémie, à venir travailler au bloc opératoire, à revoir nos amis chirurgiens, à commencer la journée. On a l'impression que les oiseaux chantent, qu'on va aller chercher notre baguette de pain, et puis qu'en fait, rien ne s'est passé. Et puis au fond de nous, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne joue pas, et qu'on est en fait toujours avec cette épée de Damoclès sur la tête. Nous, on ressent une deuxième vague. C'est la vague de tous les patients qui ont été déprogrammés ces dernières semaines. Et la hauteur de cette vague est difficile à estimer à l'heure actuelle, mais elle va être directement proportionnelle au temps qu'on va mettre à reprendre une activité à 100%. Et plus ce temps est différé, plus la vague va être élevée et plus on va avoir de difficultés à absorber ces patients supplémentaires, sachant qu'en temps normal, on travaille à flux tendu et qu'on a très peu de marge de manœuvre pour absorber des patients supplémentaires. Donc pour l'instant, voilà, on va se lever chaque matin, on va venir faire le travail pour lequel on est formé, ça veut dire faire de l'anesthésie, soigner ces gens, prendre soin d'eux. Et puis quand il faudra qu'on arrête, on ira de nouveau prendre soin des autres patients plus graves de l'autre côté. Je pense qu'on évolue. Celui qui n'a pas évolué pendant cette crise, c'est qu'il était sur une autre planète où il n'a pas vraiment fait partie de la gestion de la crise. Pendant la crise, j'arrivais pas à le voir, mais maintenant, avec un peu le recul, j'arrive aussi à voir les effets bénéfiques. Je pense qu'on arrive à plus serrer les problèmes, les simplifier. J'espère que ça va tenir. Septembre 2020, une deuxième vague s'annonce, comme la réplique d'un tremblement de terre inévitable. De nouvelles infrastructures sont installées. La sidération de la première vague laisse place à une certaine lassitude entre acceptation et résignation. Ville internationale, Genève, siège de l'OMS, devient l'un des cœurs de la pandémie. Pendant plusieurs jours, elle est même la région la plus touchée au monde. Les centres de dépistage se multiplient. Et puis le questionnaire il est recto verso. Merci beaucoup. C'est-à-dire quelqu'un qui est symptomatique, quelqu'un qui est hospitalisé en soignant symptomatique, il doit être testé par des PCR. Tester, dépister, isoler. Genève renforce sa stratégie pour briser les chaînes de transmission et s'inquiète pour son hôpital. Vous l'aurez compris, si je prends la parole devant vous aujourd'hui, c'est parce que nous allons rentrer dans un mode que l'on espérait ne pas avoir besoin de revivre, et pourtant on l'a déjà vécu une fois, qui est ce mode de gestion de crise, parce que l'hôpital se retrouve avec cette deuxième vague qui est là. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'elle démarre, on y est, et malheureusement, avec plus de 30 hospitalisations ces dernières 24 heures, il ne fait pas de doute que nous sommes dans une pente ascendante qui nécessite que l'on bascule dans des modes de gestion différents, que l'on retourne à un mode de gestion de crise. Les hôpitaux ont tout fait pour faire face, pour éviter la submersion. Avec eux, l'armée et la protection civile ont été mobilisés. La première vague a déjà consolidé certains liens. La deuxième ou la seconde, certainement la dernière, les a définitivement solidifiés. Et je voudrais vous remercier au travers notamment des rapports de coordination qui sont journaliers, auxquels le commandant ou ses subordonnés participent. Les certitudes d'aujourd'hui sont les doutes de demain et vice-versa. Et c'est vrai qu'on aimerait, au sein de la population, avoir un cap tracé avec des étapes bien définies pour que l'on sache chacun et chacune où l'on va. Ce n'est pas le cas. Il faut
non seulement faire face à une activité qui est extraordinairement plus dense que d'habitude, mais également tenir sur la durée. Et nous nous sommes retrouvés dans une situation où cette nécessité de désinfecter les ambulances rapidement, alors que le patient est en train d'être transféré au service des urgences et d'être pris en charge dans le transfert entre les ambulanciers et les professionnels des urgences, eh bien pendant ce temps-là, les ambulances sont désinfectées, elles peuvent repartir tout de suite sur le terrain. À défaut, et je tiens à dire la vérité, ce qui est la vérité, c'est que si nous n'avions pas eu l'appui du SIS et l'appui de la protection civile, nous aurions été en manque d'ambulances à Genève pour répondre aux appels du 144. Alors, le fait que maintenant on ait des dyspnées ou des détresses respiratoires, on met de l'étiquette suspicion Covid de toute façon. Partout dans le monde, les systèmes de santé ont été mis à rude épreuve. Dans certains pays, comme en Italie, la crise a poussé l'hôpital dans ses derniers retranchements. C'est très malheureux pour les Italiens et ce qu'ils ont vécu, alors en termes de traumatisme, était encore, je dirais, supérieur aux nôtres, parce qu'eux, ils ont dû faire des choses qui sont dans le domaine de l'inacceptable, clairement. Je pense qu'ils ont été dans le triage. Ils ont été dans le triage de patients qui avaient des chances de survie et qui n'ont pas pu prendre dans des structures où normalement on aurait pris ces malades-là. Et c'est ça qui était en fait pour moi la plus grande peur. La peur, c'est de devoir faire ce tri. On a un turnover extrêmement important. Vous avez ici le tableau de bord issu de la direction des opérations des HUG, où on reste, malgré le nombre important de sorties, à un nombre moyen, disons, de patients admis au HUG en tout cas, qui est de 20 par jour. Donc à partir de là, les projections sont assez menaçantes sur la fin de la semaine en termes d'absorption et de capacité hospitalière si on reste avec le dispositif actuel. Moi, je vous passe le matos. Tu veux me laisser? Je te donne tout ce que tu as besoin si tu veux. Et si vous avez besoin de moi, je rentre. Quand on a des colloques et puis qu'on commence à parler de lits qui deviennent, qui se raréfient, on se dit, est-ce qu'on va continuer à faire les soins qu'on a l'habitude de faire demain, ou est-ce qu'il faudra qu'on limite les soins chez certaines catégories de personnes? On est toujours confronté à la finitude des ressources. Les ressources sont jamais infinies, ceci dit, quel que soit le pays où on travaille, mais c'est vrai que là, en Suisse, à Genève, dans cet hôpital pour lequel j'ai plus le profond respect, tout d'un coup de se dire, mais est-ce qu'il y aura assez de masques pour tout le monde? Est-ce qu'on va pouvoir mettre tous ces patients dans des lits? C'est une question que je ne pensais pas un jour pouvoir me poser. Vous n'aimez pas l'hôpital? Ouais. On va à l'hôpital, monsieur? Vous avez été souvent? On y a beaucoup réfléchi. On n'a eu pas beaucoup de temps pour réfléchir, mais on y a beaucoup réfléchi. On a beaucoup communiqué là-dessus. Et on s'est dit notamment qu'on n'allait pas le faire seul. C'est une chose qui arrivait très vite, on ne veut pas que le porteur du BIP d'admission des soins intensifs soit tout seul. Donc on a dit, voilà, on peut appeler un ami. Et on va même le faire à deux. On va même le faire à deux intensivistes en confrontant les arguments. Puis on va même le faire à trois, on va le faire avec le médecin qui nous demande l'admission. C'est souvent l'urgentiste ou le médecin de l'étage qui a son patient qui se décompense. Et de dire, finalement, on va prendre cette décision à trois. Et puis après, on notera dans le dossier, la décision, elle a été conjointement prise par les trois. Donc de diviser, au fond, un peu cette charge, ce poids de la décision. C'est important de rappeler quelques principes phares, quelques pistes, quelques balises éthiques. Et là, les deux balises éthiques principales pour le tri aux soins intensifs, qui sont rappelées dans la directive de l'Académie suisse des sciences médicales, c'est qu'on veut faire le plus de bien possible, éviter le plus de décès possible, en d'autres termes, et on veut respecter la valeur égale de la vie de chacun. Les critères de deuxième niveau de l'Académie suisse des sciences médicales, qui sont des critères beaucoup plus restrictifs que ceux que nous mettons en œuvre habituellement, ne seront appliqués qu'en cas d'absolue nécessité. Nous l'avons déjà dit, nous faisons tout notre possible pour ne pas en arriver là. Et notamment, nous avons intensifié encore notre collaboration avec les cliniques qui prennent maintenant en charge des patients Covid, ce qu'elles ne faisaient pas auparavant.
Et une coordination nationale des soins intensifs a été mise en place, que nous avons déjà utilisée à plusieurs reprises en transférant des patients dans d'autres hôpitaux suisses, tout en étant bien conscients du fardeau que cela représente pour eux et pour leurs familles. C'est important que les messages soient très clairs, qu'ils soient répétés à tous les niveaux et qu'il y ait un soutien, aussi qu'on sente sur le terrain un soutien de l'institution qui va défendre ces valeurs. Quittez pas, je vous les passe, pour vous donner le délai. Oui, bonjour, docteur Faro, médecin 144. Je me permets de vous rappeler, vous étiez en ligne, j'étais en ligne et puis vous avez eu ma collègue juste à l'instant. On n'a pas dit que ça volait pas, on a dit qu'il y avait une petite fenêtre et qu'il nous fallait des infos. Madame, j'entends bien que vous n'êtes pas bien, c'est normal, vous avez Covid positif. Ok, donc pas de difficulté respiratoire particulière en fait, hein, là on est d'accord, il respire un peu vite mais il n'y a pas de tirage. Hein. Oui, je sens que vous êtes angoissée, c'est pour ça que j'essaye de faire la part des choses, Madame Ostrowski. C'est vrai que c'est pas ce qui prévaut quand on prend l'appel. On se dit pas, on a un quota de patients, oh là là, il n'y a plus de place à l'hôpital, il ne faut absolument pas que je hospitalise, par exemple, c'est pas comme ça qu'on nivelle. Et heureusement, on n'en est pas là. Donc c'est toujours vraiment l'état clinique qui va prévaloir. Donc on régule comme si on avait de la place et de la marge en amont. Le pilote hélicoptère dit que c'est dans les 10 minutes ou pas possible aujourd'hui. Quand il y a des patients qui sont un peu limites ou qui sont à mi-chemin, on rediscute avec eux en toute transparence, leur dire voilà, la plus-value de l'hôpital, elle n'est pas grande pour vous, peut-être qu'elle le sera dans 12 heures, dans 24 heures, on n'est pas fermé, on ne vous dit pas qu'il ne faudra pas vous hospitaliser, c'est pas immuable. Maintenant, à l'instant T, peut-être pas. Par contre, par rapport à cette oppression thoracique, est-ce que vous arrivez quand même à faire les gestes de la vie de tous les jours sans être gêné ? Pour l'instant, moi, j'ai pas envie de donner le dernier. Non, j'espère qu'on va toujours arriver à trouver des solutions, mais ça se réduit. Ouais, clairement, ça se réduit. Mais on va mettre des choses en place avant que ce soit les derniers lits, le dernier lit. Pendant la deuxième vague de l'épidémie, 10 patients sont transférés par hélicoptère dans d'autres hôpitaux universitaires suisses. On s'est quand même un peu préparé aussi. On a eu la situation d'Ebola avec un patient à Genève qui nous avait un peu prémédiqué, je dirais, pour recevoir des patients infectieux, graves, avec des points d'interrogation. Mais là, ce qui est différent, il y a l'aspect de masse, de rapidité de développement d'épidémie qui se transforme en pandémie. Donc il y a le côté un peu de fascination, de peur, mais aussi de satisfaction finalement d'y arriver, de voir que, voilà, pour reprendre un peu ces termes, la digue elle tient, quoi. La digue elle tient, on n'a pas des gens qu'on ventile dans les couloirs ou dans des chambres d'hôtel. J'ai des notions de médecine de catastrophe, de médecine humanitaire. Je pense que voilà, on est là, à ce moment-là, on serait arrivé dans une médecine de catastrophe. Écoutez, pratiquement toute la nuit, c'était excellent. Après 4 heures, c'est un peu descendu, mais je me suis dit, le sommeil équilibre la mesure. Alors je ne le dérange pas. Allez, j'enlève le masque. Ah, je suis sûr que vous connaissez l'histoire du masque de fer. Oui. Enfin, je crois que je la connais mieux à la télé. Cette deuxième vague s'abat sur des équipes de soins déjà fragilisées par la première. Le personnel hospitalier se sent de plus en plus épuisé face à l'ampleur de la pandémie, comme si toutes et tous étaient confrontés à un jour sans fin.
fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Morgane. Pourquoi? Elle est mignonne. C'est pas encore, tu sais, c'est bien. Ah, c'est pas grave, regarde. C'est dans pas longtemps. Ah non! Joyeux anniversaire! Vous êtes trop chou! Regarde, Ref, un gâteau! Ben non! Oh, c'est trop mignon! C'est un gâteau couronne en fait. C'est que c'est un gâteau et tu peux la donner. Non, vous êtes trop chou! Merci! En rose. Si t'as payé Marie, c'est cher, mais si c'est elle. Un collègue qui va me rendre en chambre, du coup, il a 80. Ouais. Parce que parfois les patients ils se dégradent brutalement, tu vois. Ou comme Morgane est partie au scanner, tu vois, on est prévenu au dernier moment que les patients descendent ou quoi. Donc t'essayes de t'organiser au mieux pour que toutes les choses qui sont à faire soient faites. Et puis après, on mange quand on a le temps, on fait... C'est des patients plus angoissés parce que c'est des patients qui sont atteints du Covid, d'une maladie qu'on connaît pas très bien. Enfin, forcément, ils angoissent plus que... Puis c'est vrai que là, ils sont dans les chambres à plusieurs, ils ont les scopes, ils ont les respis, ça sonne tout le temps, ils n'arrivent pas à dormir. Enfin... C'est des environnements très anxiogènes, quoi. Ça fait peur, et puis beaucoup de gens, ils sont dyspnéiques, donc ils sentent qu'ils respirent mal, qu'ils n'arrivent pas à respirer. C'est hyper angoissant comme sensation, quoi. Et on a eu des patients dont les conjoints étaient décédés juste avant eux, avant qu'ils arrivent ici, qui sont eux-mêmes décédés par la suite, ou des choses comme ça. Donc c'est compliqué aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent qui sont Covid+, par exemple des fils ou des filles de patients, et qui disent mais c'est moi qui l'ai transmis à mon père, à ma mère, et puis voilà, ma mère elle est décédée, maintenant mon père il est ici. Il y a beaucoup de culpabilité aussi dans tout ça. Comme des fois on a eu une semaine, 2 semaines où on n'a fait aucun décès, des fois on a eu 3 décès sur la journée, et c'est vrai que c'est un peu plus difficile forcément quand on fait ça. Quand on fait entre guillemets que ça de sa journée, ça mine un peu le moral, mais c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est humain. Exactement. On est hyper soutenus, les collègues prennent des nouvelles, on débriefe, on discute. Enfin, on n'est pas seul, quoi. Donc ça, c'est important aussi. Là, il est bien, là, il dort. Ouais, non, Lors de la première vague, avec les visites complètement interdites, on a dû se substituer, si on peut dire, à la famille et endosser ce rôle d'accompagnant qui était des fois très lourd à porter parce que c'était ni le choix du patient ni le nôtre. Mais voilà, on a dû prendre ce rôle-là et je pense que ça, c'est quelque chose d'unique lors de cette crise et j'espère qu'il ne se reproduira plus jamais. D'ailleurs, lors de la deuxième crise, ça ne s'est pas passé de la sorte parce que je pense que les souffrances des proches et des patients ont été énormes et on les a mesurées probablement après. On vous a mis une couverture chauffante parce que pour l'instant, vous descendez en température, mais c'est normal parce que vous ne bougez pas beaucoup. Ok ? Et dans 10 minutes, vous allez avoir de la visite. Ça va vous faire du bien de voir un peu vos proches. Et puis c'est aussi ce sentiment souvent d'impuissance avec cette maladie, ce virus pour lequel on n'a pas de traitement. Et de se retrouver dans des situations où on sait que les patients vont décéder parce qu'on n'a plus rien à leur proposer, c'est difficile. Et à ce moment-là, on les accompagne, mais ce sentiment d'impuissance qui est répétitif, surtout aux soins intermédiaires, là où je suis lors de la deuxième vague, où les patients sont gravement atteints et il y en a un certain nombre, on sait qu'ils ne vont pas ressortir de notre unité. Voilà, je vous fais un petit massage. Hein. Comme ça, vous sentez un peu votre corps. Et puis ça draine un petit peu les œdèmes. La mort est présente aux soins intensifs. C'est un des endroits où on meurt à l'hôpital. C'est un des endroits où on fait beaucoup de médecine palliative. Et ça, peut-être, on ne le sait pas, on ne le sait pas assez. On n'est pas des jusqu'au-boutistes. On va donner une chance, au fond, à la vie.
Et quand la porte se referme, à ce moment, on sait aussi prendre des décisions d'abstention thérapeutique ou de retrait thérapeutique. Simplement de se dire, là, on n'y arrive pas, on va laisser ce patient partir parce que le projet de vie n'est plus un projet de vie, au fond. On s'est même décontracté, ça fait sonner le respire. Déconstante. Ça lui a fait du bien. Voilà. À tout à l'heure, madame. Bonjour Belma. Salut Aziz. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Ouais, ça va. Ouais, ça a été? Ça a été, ça va. Ouais? Quand même un peu chargé, mais ça va. Bon. T'as fait la nuit toi Florence? Ouais. Adeline aussi. Attends, parce qu'il y a Barbara, qui est une jeune qui a commencé. Oui. Il y a Christelle qui était aussi là la semaine passée, une nouvelle. Et puis on a Véronique, qui est une ancienne infirmière anesthésiste. On a, je vois 2 places, le reste est plein aussi. Donc il y a eu beaucoup de boulot cette nuit, beaucoup de boulot ce matin. On continue sur notre lancée. Je ne sais pas si vous avez vu la courbe aujourd'hui. Il faut qu'on continue de s'accrocher. On a tous ces jeunes infirmiers et aides-soignants en renfort. Donc je compte sur vous pour votre accueil et puis votre encadrement. Je sais que des fois, du jour au lendemain, vous n'êtes pas au même endroit. C'est pas parce qu'on a fait exprès, c'est juste parce qu'on doit répartir les compétences chaque jour. Et il se peut que des fois, 2 horaires de suite, vous changiez d'unité. Véronique? Oui. Donc toi, tu vas aussi ok. Juste là, à gauche. Ouais. Tu peux suivre François d'ailleurs. Ouais. Donc elle est avec Clément. Excusez-moi, pardon. Bernard, je voulais vous féliciter pour le travail. Plus de canules. Oui. Comment vous vous sentez? C'est un beau visage parce que déjà mis les doigts ici pour parler. Mm-hmm. Mais évidemment qu'il y a des fois où je craque, évidemment il y a des fois où je pleure et il y a des fois où je me dis que je ne vais pas y arriver. Mais voilà, la force, je pense que c'est d'être tous ensemble et puis de se soutenir. Et puis il y a toujours quelqu'un qui prend le relais quand ça va moins bien, donc je peux toujours compter sur les autres. Et tu m'as dit 37,3. Bonjour, vous vous appelez comment? Nous, on doit rester sur pied, continuer à travailler, même si c'est insoutenable, et on doit le garder pour nous. Et c'est vrai que les groupes comme ça permettent d'exprimer les sentiments qu'on a, et je pense que c'est essentiel quand on vit tout ce qu'on vit ici. Et c'est parce qu'à l'extérieur, ce serait insoutenable. Moi, je peux rien parler à ma famille de tout ce que je vis ici. C'est impossible. On a le résultat du test. Oui. Il est positif. Oui. D'accord. Donc vous avez le coronavirus, l'infection à coronavirus. Oui. D'accord. Oui. On va faire une radio des poumons. Oui. Et puis avec c'est difficile de parler à la maison. Les enfants, ça reste assez abstrait. Maman, c'est une infirmière, elle travaille au Covid, mais ça s'arrête un peu là. Et puis, mes proches, aussi pour pas les apeurer complètement. Franchement, quand on rentre à la maison, on n'en peut plus de ce Covid. Donc, souvent, quand je pose ma blouse, je pense plus Covid. En tout cas, j'essaye. Vous avez de la toux? Oui. Depuis quand? Depuis avant-hier. Avant-hier. Vous avez souvent des prises de sang? Oui. Ouais. Je vous mets le petit drap, hein? Oui, merci. Alors, c'est vrai que j'ai pas tout dit. Sincèrement, j'ai pas tout dit. J'ai eu des moments
je dirais pas de détresse, mais d'immense inquiétude, de grande fatigue aussi. Et on veut quand même donner aussi une bonne figure par rapport notamment à ces enfants, pour pas trop les inquiéter. Comment ça va la respiration? Ça va. Ça va? Vous n'avez pas toussé? Pas craché? Non. Et vous n'êtes pas gêné là quand vous êtes complètement allongé, vous n'êtes pas gêné par la respiration? Un tout petit peu. Un tout petit peu. Oui. Et vous vous sentez mieux quand vous êtes assise? Oui. Je me suis oublié, oui. Ouais, je me suis oublié personnellement. Oui, je pense, oui. Après, on essaye de maintenir le lien qu'on peut avec les gens essentiels, je dirais. C'est ça. Alexandra, c'est plus facile. C'est ma méditation intérieure. C'est le moment où, si on a une seule pensée qui n'est pas liée à la musique, on ne peut pas jouer. Ça m'arrive d'ailleurs souvent de me mettre au piano et de dire aujourd'hui je ne peux pas, parce qu'il y a trop de trucs dans la tête, il faut absolument que je réponde à ça, il faut que je réponde à ça. Je ne peux pas jouer, je n'ai pas l'esprit pour. Donc c'est un effort de concentration absolument majeur, en tout cas pour moi, qui ne suis pas du tout une professionnelle. Alors chacun a sa manière de se ressourcer. Moi, je ne suis pas une sportive, voilà, je ne fais pas d'autres activités très physiques. Donc pour moi, c'est mon physique à moi, c'est de me concentrer, de faire du piano. Je peux reprendre depuis là. Oui, oui, on peut rester dans l'image, c'est un lac calme. Et tout en coup, on regarde un petit bateau là, c'est la voie là. Aujourd'hui, 25 décembre, jour de Noël. Même à l'hôpital, ce jour est un jour particulier. C'est précisément aujourd'hui que Charles-Henri, 67 ans, frappé par le virus pendant la première vague, a choisi de revenir là où il a côtoyé la mort, la sienne. Au cœur des soins intensifs, plus de 2 semaines de coma, sans aucun souvenir. Ouais, c'est ici. Ah ouais, c'est ça. Ouais. C'est une photo qui est historique maintenant. Ouais. Et ça va? Aujourd'hui, ça va bien. Et puis, vous voyez, on boucle la boucle, hein, parce que je reviens quand même dans l'endroit le plus compliqué de ce voyage. En tout cas, voilà toute ma gratitude. Comme je dis souvent, on m'a sauvé la vie ici, hein, parce qu'on fait un beau métier. Voilà. Bonne fête à vous, au revoir. Merci beaucoup. Très bien. En 2020, le Covid-19 a dominé nos vies, limité nos libertés, nos plaisirs, nos envies. Ce virus, 1000 fois plus fin qu'un cheveu, nous a enfermés dans une crise mondiale considérable. Après 12 mois de combat, pour les 14 000 collaborateurs des hôpitaux universitaires de Genève, la crise n'est toujours pas finie. Donc oui, on a beaucoup appris, mais ça reste une situation problématique, tendue. Et on a besoin de tout le monde. Tout le monde a besoin de tout le monde pour que on trouve le chemin qui a le moins d'effets négatifs possible. On a affaire à un problème mondial. On est là en train de discuter, mais à travers le monde, il y a à peu près 2 millions de Thomas et Laurent qui discutent la même chose autour d'un Zoom pour parler des mêmes patients. Et ça, c'est relativement exceptionnel. Puis le dernier point, c'est que le médecin tout-puissant, il n'existe pas dans toute cette histoire. La médecine toute-puissante, elle n'existe pas. C'est une affaire de société maintenant, depuis longtemps, au même titre que le sida est une affaire de société, au même titre que les pandémies le sont, qu'elles soient Ebola, H1N1 ou autre. Rien que la manière dont on se rencontre, la manière dont on se voit, dont on interagit entre nous, tout ça a changé radicalement en une année.
Et puis je crois qu'il y a un impact, si je peux me permettre, qui est par contre commun avec beaucoup de pandémies, notamment entre le sida et ce qu'on voit maintenant avec la Covid-19, c'est la stigmatisation, la marginalisation, la peur de l'autre. Tout ça, ce sont des choses qu'on a vues dans beaucoup d'autres épidémies. On l'a vu dans la syphilis il y a très longtemps, sans parler même de la peste. Donc je pense que ça évoque beaucoup de choses en nous, de vérifier qu'on ne commette pas les mêmes erreurs à ce sujet. Ma femme qui m'a amené ma guitare et depuis que je joue de temps en temps. Et j'ai remarqué quand je chante, c'est beaucoup plus facile si je m'assois ou je suis debout. Ça bloque tout de suite la respiration. Et quand je chante, c'est beaucoup mieux. Vous pouvez mettre le dos contre la barre, voilà, contre le mur. Ça va comme ça? Et ouais, c'est la musique, je pense. Oh happy day, oh happy day. Merci.